Super! Alors, on est déjà rendu à notre quatrième et dernière présentation qui sera faite par Monsieur Martin Gibert. Et sa présentation a pour titre « Faut-il corriger les biais humains avec l'IA ?» Alors, ça fait un peu écho avec la présentation qu'on vient d'avoir. Je vais lui faire une petite présentation, bien sûr. Martin Gibert est chercheur en éthique de l'intelligence artificielle à l'Université de Montréal. Il est affilié au Centre de recherche en éthique et à l'Institut de valorisation des données. Il a publié 3 livres, L'imagination en morale en 2014, Voir son steak comme un animal mort en 2015 et Faire la morale aux robots en 2020, ainsi que plusieurs articles disponibles sur son site web et son blog La quatrième blessure. Je lui laisse la parole. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Donc, effectivement, je suis Martin Gibert, chercheur en éthique de l'IA à l'Université de Montréal. Pour commencer, on va faire un petit exercice. On va essayer de faire un petit exercice de visualisation mentale. Donc, imaginez une salle d'opération avec du personnel médical. Demandez-vous qui est autour du ou de la patiente. Est-ce que vous voyez du sang? Prenez 3 secondes pour essayer de le faire. OK. Deuxième opération de visualisation mentale. Maintenant, vous imaginez un album pour enfants avec une histoire qui se passe au Mexique, une histoire qui se passe en Inde. Là encore, visualisez peut-être les personnages de cette histoire. On met ça, on ferme la parenthèse et puis on garde ça pour plus tard. Mais en même temps, ce dont je vais vous parler ce soir, la question c'est est-ce que dans vos représentations mentales, vous avez eu des biais, vous avez imaginé d'une certaine manière plutôt que d'une autre? Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait corriger éventuellement ces biais-là? Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé des biais de l'intelligence artificielle, et puis c'est effectivement un vrai problème, un vrai souci, mais peut-être qu'on pourrait aussi avoir un regard plus optimiste et se demander si l'intelligence artificielle ne pourrait pas corriger certains biais humains. Alors, commençons par le commencement, et en intelligence artificielle, on a une photo du commencement. C'est le fameux atelier du Dartmouth College dans le New Hampshire aux États-Unis qui a eu lieu à l'été 1956. C'est la première fois que des chercheurs se sont réunis pendant 2 mois l'été pour réfléchir à l'intelligence artificielle. Donc on reconnaît au milieu, on a Marvin Minsky, à sa droite John McCarthy. En bas, tout à gauche, c'est Claude Shannon, l'inventeur de la théorie de l'information. En tout cas, c'est plein de personnes qui allaient devenir des superstars de l'intelligence artificielle. Et évidemment, à l'époque, en 1956, là, ils ne se doutent pas qu'il va y avoir l'informatique personnelle, le web, Google, ChatGPT, mais en même temps, ils ont quand même un projet assez ambitieux, si je cite ce qu'ils essayent de faire. Ils disaient dans leur demande de subvention, on tentera de trouver comment faire en sorte que les machines utilisent le langage. Donc là, on peut penser à ChatGPT, qui utilise assez bien le langage aujourd'hui, forment des abstractions et des concepts, résolvent des types de problèmes aujourd'hui réservés aux humains et s'améliorent elles-mêmes. Donc autrement dit, ils voulaient construire des machines capables notamment de parler avec nous, et 70 ans plus tard, avec ChatGPT, les algorithmes de génération, on a un peu réussi leur projet. Alors maintenant, si on regarde la photo d'un autre angle, peut-être un peu plus critique, 2023, on dit mais c'est quand même une belle brochette d'hommes blancs privilégiés, bien habillés, très éduqués. Et on peut se demander, est-ce que ça pourrait pas avoir un lien avec les biais de l'IA? Alors, probablement pas directement, parce qu'eux travaillaient sur des choses très abstraites et n'ont pas construit de logiciels d'IA comme ceux dont on a pu parler jusqu'à présent. Heureusement, aujourd'hui, les équipes d'IA sont quand même un peu moins monochromes. On aurait beaucoup plus de diversité si on présentait une photo de chercheurs qui travaillent en 2023. Mais
Dans les deux cas, aussi bien sur cette photo qu'aujourd'hui, il y a quand même un problème qui se pose, c'est quand on fait de l'intelligence artificielle, donc quand on cherche à automatiser un processus, ce qui est en gros ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle, on fait qu'il y a des choses qui peuvent se faire toutes seules. Ben, automatiser un processus, ça pose pas simplement des questions techniques, ça pose aussi des questions éthiques. Et en fait, on pourrait résumer le cœur du problème de l'éthique de l'IA dans une simple affirmation qui est celle-ci. L'intelligence artificielle offre de nouvelles options aux humains. Cela implique de nouvelles responsabilités et de nouveaux droits moraux. Par exemple, la voiture autonome, c'est un truc qu'on n'avait pas avant. C'est une nouvelle option. Mais il y a des nouvelles responsabilités. Si la voiture autonome a un accident, ben, comment on gère ça? Et il y a aussi des nouveaux choix moraux qu'on doit faire, parce qu'on doit anticiper, par exemple, comment une voiture autonome devrait gérer une situation de dilemme entre écraser une personne ou écraser une autre personne. Ces nouveaux choix moraux, oui, je vais insister sur l'aspect, on parle souvent de la responsabilité, mais il y a vraiment l'aspect nouveaux choix moraux. On doit résoudre des questions morales qu'on n'avait pas à résoudre avant, et on doit aussi en résoudre pour des enjeux qui peuvent avoir un effet sur les biais. C'est ça mon point de ce soir. Hein. Certains des choix moraux qu'on va faire pourraient avoir un impact sur les biais des humains. Alors, pas dans le cas de la voiture autonome, on ne voit pas de lien direct, mais dans le cas de ces nouveaux algorithmes dont on parle beaucoup, les algorithmes de génération de textes comme ChatGPT, génération d'images comme Midjourney par exemple, là le problème se pose. Alors dans le livre Faire la morale aux robots, j'ai essayé de montrer comment les grandes théories de la tradition morale, conséquentialisme, déontologisme, éthique de la vertu, pouvaient nous aider à mieux programmer ces divers robots qui font partie de notre quotidien. Je parlais à l'époque, ChatGPT n'était pas sorti, donc je ne parlais pas tant de ce type d'algorithme. Dans un article plus récent, j'ai un peu appliqué la grille de lecture que j'avais développée dans Faire la morale au robot à la question spécifique de ChatGPT. Dans l'article, ChatGPT est-il un agent moral artificiel? Comme vous l'aurez, un agent moral artificiel, c'est un agent moral qui prend des décisions, donc comme une voiture autonome ou comme ChatGPT. Et là, vous aurez remarqué que je le genre au neutre, ChatGPT. Effectivement, c'est pas une personne, il n'a pas de sexe, mais quand on doit en parler, il faut qu'on lui attribue un genre. Spontanément, les gens vont lui attribuer le genre il, en fait. Mais il n'y a pas de raison que ce soit il plutôt qu'autre chose. Donc je dis, pourquoi pas proposer Yel quand on parle de ChatGPT, et peut-être des agents conversationnels en général, et peut-être même des robots plus généralement. En anglais, c'est it, le problème ne se pose pas. ChatGPT est it, mais en français, on n'a pas de neutre comme en anglais. C'est important ça, parce qu'il faut savoir qu'on estime que dans le futur, peut-être quelque chose comme l'ordre de 90% des choses qui vont circuler, des informations qui vont circuler seront créées par des algorithmes. Et donc, est-ce que ChatGPT parle de lui comme un Yel ou comme un il? Ça va changer notre regard sur le genre. Donc, l'idée ici, c'est que les algorithmes, ce qui nous diffuse, change notre regard sur le monde. Je vais vous donner pour ça deux autres exemples liés à des algorithmes de génération. Premier exemple, c'est penser à un algorithme de traduction automatique. Mettons de l'anglais vers le français. Comment un algorithme de traduction automatique devrait traduire nurse? Est-ce qu'il faut le traduire par infirmier ou par infirmière? Les deux sont également possibles. Hein. Alors, là, vous faites le lien avec ce que je vous ai demandé d'imaginer tantôt. Peut-être que j'espère que vous avez imaginé, pour mon point marche, plutôt un chirurgien homme entouré d'infirmières femmes. Parce qu'effectivement, dans les stéréotypes qu'on a des infirmiers, infirmières, ce sont plutôt des femmes. Donc on pourrait se dire,
Bon, ben, voilà, quand on traduit nurse, il y a plus d'infirmières que d'infirmiers. Il faudrait plutôt y aller avec infirmière. Sauf que c'est pas nécessairement ça qu'on veut, cette information qu'on veut diffuser. Peut-être que ça serait intéressant que dans notre stéréotype du personnel soignant, on ait un peu plus d'hommes, ne serait-ce que pour inciter les hommes à devenir infirmiers ou des choses comme ça. Donc il y a un vrai choix qu'on doit faire quand on parle de nurse. Et la réponse n'est pas évidente. Comment le traduire On pourrait décider que ce soit une fois sur deux, on va traduire par infirmier ou infirmière, ou peut-être changer les variables. En tout cas, on peut et on doit déterminer de quelle manière on traduit nurse. Autre exemple, cette fois-ci, c'est un algorithme de génération de texte, Midjourney. C'est un exemple que j'emprunte au magazine Rest of the World, où les journalistes ont demandé à l'algorithme de générer des images d'une personne indienne. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que sa version de c'est quoi une personne indienne est très stéréotypée. C'est essentiellement, il y a peut-être une ou deux femmes, mais c'est à peu près toujours un homme âgé, avec une barbe, avec un turban traditionnel, qui peut correspondre au stéréotype de ce qu'est une personne indienne. Là encore, on peut faire le lien avec ma petite visualisation mentale du début. Quand je vous ai demandé d'imaginer un album pour enfants avec une histoire qui se passe en Inde, peut-être que vous avez eu ce type de stéréotype qui a popé dans votre cerveau. Alors, ce n'est pas directement la faute des programmeurs et des programmeuses de Midjourney si c'est ça qui sort quand on demande à l'algorithme de générer une image de personne indienne. Pourquoi ? Parce que l'algorithme, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un genre il va voir un peu tout ce qui existe comme image de personnes indiennes et il fait un genre de mix. Et les images de personnes indiennes qui circulent sur le web, ça correspond sans doute beaucoup à des stéréotypes. Mais on peut décider que ce soit autrement. On peut décider de programmer Midjourney pour lui demander que quand c'est une personne indienne, mettons, il y a 50% de femmes, 50% de jeunes et beaucoup plus de diversité. Autre exemple, toujours avec ce même algorithme de génération, une personne mexicaine, là encore, Midjourney nous arrive avec le stéréotype du Mexicain avec une grosse moustache et puis un sombrero qui correspond assez bien au stéréotype qu'on peut avoir dans la tête de ce qu'est une personne mexicaine, mais évidemment pas à la réalité qui habite réellement au Mexique. Et là encore, on pourrait tout à fait imaginer qu'on demande à l'algorithme de nous produire des images de personnes mexicaines qui soient beaucoup moins stéréotypées. Comme Andrea le mentionnait dans la présentation précédente, on a aussi découvert avec Stable Diffusion, qui est un autre algorithme de génération d'images, que quand on demande à l'algorithme représente-moi une personne avec un métier bien payé comme avocat ou médecin, on va avoir plutôt des personnes à la peau claire, en tout cas plus claire que quand on lui demande « représente-moi une personne qui travaille dans un fast-food ». Là, il va y avoir des peaux plus foncées. Ce qui, encore une fois, est peut-être représentatif de la réalité. C'est vrai qu'il y a plus de personnes racisées qui travaillent dans les fast-foods. C'est tout à fait possible. Mais la question, c'est est-ce que c'est ça qu'on veut montrer quand on demande de générer des images ? Donc, mon message pour conclure, là c'est écrit petit, il y a marqué un agent moral, les agents moraux artificiels sont des systèmes d'IA, d'intelligence artificielle, capables de suivre des règles morales. Donc les systèmes d'intelligence, les agents moraux artificiels, c'est ce dont on parle depuis le début, ChatGPT, Midjourney, système de traduction automatique, donc tous ces agents moraux artificiels qui sont capables de produire des résultats. Ces agents artificiels, ils sont capables de suivre des règles morales. Si vous demandez à ChatGPT, raconte-moi une joke raciste, il ne va pas le faire. Si vous lui demandez, donne-moi la recette pour fabriquer une bombe, il ne va pas le faire. Donc il y a des règles morales qui sont incluses dans ces systèmes-là.
Donc, on est capable de les encadrer, y compris de l'intérieur. Avec ChatGPT, des fois, c'est même très simple. Il suffit de lui donner un prompt qui invite à répondre de façon plus éthique. En tout cas, si l'intelligence artificielle peut nous aider à corriger certains biais humains, donc notre propension à voir les Mexicains comme des personnes avec des sombreros ou les Indiens comme des vieux sages avec des turbans, hein, ce genre de biais, mais si l'intelligence artificielle peut nous aider à corriger ça, c'est parce qu'elle peut modifier notre regard sur le monde, ou plus précisément, on peut décider de la programmer pour qu'elle modifie notre regard sur le monde. Donc on peut décider de genrer les agents conversationnels au neutre, et donc de demander à ChatGPT de dire Yel lorsqu'elle parle de Yel. On peut aussi décider de traduire nurse systématiquement par infirmière, ou une fois sur 2, ou une fois sur 3, ou ça va être une question de contexte probablement, la bonne façon de le décider. On peut décider de renforcer ou non certains stéréotypes visuels sur les Mexicains ou les Indiens. Donc l'IA peut amplifier et renforcer des stéréotypes, ce qu'on a vu dans la présentation précédente, hein, où ici elle peut amplifier ou renforcer des stéréotypes de genre ou de nationalité, mais elle peut aussi bien faire l'inverse, aller dans le sens inverse, et elle peut le faire pour autant qu'on le décide. Donc en conclusion, ce que je dirais, c'est que c'est à nous de décider. Si on le veut, on peut programmer les algorithmes de génération pour corriger certains biais humains. Et je vous remercie. Question. Pour une dernière fois, cher public. Oui, oh. OK. On va y aller ici en premier. C'est la... Alors, en quoi est-ce que ça pourrait influencer la confiance que nous portons aux IA d'en faire des sujets moraux? Mais ils le sont déjà. Quand je demande à Midjourney, une personne mexicaine, et qui m'envoie ce stéréotype de type avec un sombrero, il est déjà en train de faire un travail d'agent moral artificiel qui influence mon regard d'une certaine façon. Si on le programmait de façon à ce qu'il y ait plus de diversité dans les représentations qu'il nous donne, alors il y en a peut-être qui pourraient dire « Ouh là là, il est rendu woke, Midjourney », mais franchement, quand on cherche une image de personne mexicaine, peut-être qu'on peut, sans être woke, avoir envie d'avoir un peu plus de diversité. Donc, je n'ai pas l'impression que ça irait à l'encontre d'une confiance qu'on prêterait au système. Après, il y a peut-être des cas auxquels je ne pense pas, mais moi, j'ai plutôt l'impression que ça favoriserait, savoir que le système a été programmé en tenant compte des biais humains et peut-être en cherchant à corriger certains biais humains. Ouais, j'aurais plutôt comme un prof là qui dirait moins de trucs biaisés, on a plutôt confiance en lui. Oui. OK. C'est une bonne question. Qui décide justement de ces valeurs morales à inculquer à l'IA?
Ouais, il n'y a pas que ça. Il y avait, dans la question, il y avait aussi, puis c'est une question difficile, il y avait un peu le sous-entendu que les valeurs morales sont peut-être relatives aux personnes ou relatives au pays. Ce qui est une question compliquée, mais je peux peut-être quand même en dire deux, trois mots, une question qu'on appelle de métaéthique. Et alors, peut-être que ça pose pas de problème quand les gens communiquent pas, mais c'est vrai que quand on a un système d'IA, il connaît pas les frontières. Donc, voilà, ChatGPT, ça va être le même outil au Canada ou au Japon, et il peut y avoir des clashs. Mais déjà, il y a une idée qu'on va souvent avoir quand on n'a pas regardé l'éthique de très proche, c'est ce truc de relativisme moral. L'idée que finalement, il n'y a pas de valeur morale en soi. Il y a les Japonais, on va avoir certaines valeurs, les Canadiens, une autre valeur, et que tout ça, c'est relatif. Alors, c'est vrai dans une certaine mesure. En même temps, c'est quand même assez facile de montrer qu'il y a des consensus. Alors, l'idée que c'est relatif, on appelle ça le relativisme moral, tout simplement. Et la version opposée, c'est ce qu'on appelle le réalisme moral, qui va dire non, il y a des choses qui sont objectivement bien ou objectivement mal. Par exemple, l'exemple qui marche assez bien, torturer un innocent pour le plaisir. Qu'on soit au Canada, qu'on soit au Japon, normalement, on va trouver ça vraiment mal. L'esclavage humain, on va trouver ça vraiment mal. Alors, quelqu'un pourrait dire, ah, mais regardez, dans la Grèce antique ou même aux États-Unis, jusque longtemps, on trouvait ça parfaitement correct, l'esclavage. Mais là, la réponse, c'est simplement de dire, ben, les gens se trompent, quoi. Ouais, les gens se trompaient. Dans la Grèce antique, quand ils pensaient que l'esclavage était acceptable, c'est qu'ils se trompaient, comme on peut se tromper sur des choses en physique, en mathématiques. Donc, souvent, les chercheurs en éthique vont plutôt avoir la tendance à dire, non, non, il y a des choses qui sont objectivement bonnes ou mauvaises. Après, c'est pas parce qu'on dit ça qu'il y a des choses qui sont objectivement bonnes ou mauvaises qu'on sait précisément c'est quoi les choses bonnes ou mauvaises, et puis qu'après qu'on sait aussi précisément c'est quoi les choses qu'il faut implémenter dans les divers algorithmes. Alors, la question du coup demeure très difficile de savoir est-ce que c'est les mêmes standards qu'il faut donner au Canada et au Japon. Peut-être que ceux qui sont le plus proches, qui sont allés le plus loin là-dessus, c'est les réflexions sur la modération. Quelque chose comme YouTube, il faut qu'ils aient des règles de modération. Alors, je ne connais pas le détail, mais je suppose quand même pas mal universel. Mais peut-être que dans certains pays, genre les règles de nudité pourraient être plus fortes et des choses comme ça, mais ils doivent se confronter à ça. Ce qui ne veut pas dire, même si YouTube se plie à ça dans sa modération et fait un peu de la modération différente selon les régions du monde, il ne faut pas non plus en déduire que du coup, ça veut dire que le relativisme moral est vrai. Peut-être que le relativisme moral est faux et que le réalisme moral est vrai, qu'il y a des bonnes façons de modérer qui seraient objectivement bonnes, mais qu'il faut quand même pragmatiquement dealer avec les sensibilités des différents pays. Alors, réponse un peu longue, mais la question est vraiment difficile, là. Surtout si on considère du point de vue métaéthique, qu'est-ce que ça veut dire qu'une chose est bien ou mal? Est-ce que c'est universellement vrai ou est-ce que c'est relatif? Oui, une dernière question pour terminer. Ouais. Donc, si j'essaie de reprendre la question d'Andréane, c'est paradoxe, c'est peut-être fort. En tout cas, l'apparente contradiction, tension qu'il peut y avoir entre eux, parce que pour entraîner effectivement ChatGPT, on fait appel à ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Donc, on demande à
pour vous donner un truc très concret là sur ChatGPT, pour qu'il, je disais tantôt, il doit respecter, il est capable de respecter des normes morales comme ne raconte pas de jokes racistes, ne dit pas, ne donne pas la formule pour faire la bombe, pour faire une bombe. Donc pour l'entraîner à ça, on a demandé à des annotateurs humains. C'est pour ça qu'on parle d'apprentissage avec renforcement humain. On a demandé à des annotateurs de dire, donc ChatGPT, en gros, on lui posait une question, puis il peut donner plusieurs réponses. Donc il donnait 4 réponses différentes. Puis là, les annotateurs devaient dire c'est quoi la meilleure réponse. Et meilleure, c'était un peu précis, c'était la réponse la plus honnête, la moins toxique et la plus utile. Donc pour faire la morale à ChatGPT, on demande à des humains de collaborer. Et là où il peut y avoir une tension, une ironie, c'est que ces humains, ceux qui étaient en tout cas travaillés sur ChatGPT, étaient des Kenyans, ils sont encore, qui vivent donc des habitants du Kenya, qui étaient relativement mal payés. Ils n'étaient pas directement employés, ils sont pas directement employés par OpenAI, mais moi, j'y vois pas un truc si fou là. On est dans un système capitaliste où il y a moyen de faire travailler les gens pour moins cher dans certains pays. Donc, mais je connais pas tellement le détail, mais si la firme engagée par ChatGPT respecte les contrats de travail tels que ça existe au Kenya, ouais, ça leur aurait coûté beaucoup plus cher si vous avez fait ça au Canada ou aux États-Unis, mais en soi, c'est pas immoral. En tout cas, c'est pas plus immoral que n'importe quelle entreprise qui délocalise des choses au Kenya. Donc, l'idée que parce qu'il y a des choses qui sont... voilà, clairement, les systèmes d'IA actuels, là, ils sont dans une économie capitaliste et puis ils utilisent le système capitaliste. Peut-être qu'on pourrait rêver d'une IA qui soit en dehors de ça. Donc, ouais, en tout cas, pour moi, c'est pas si flagrant qu'il y a quelque chose d'inacceptable. Encore une fois, sous réserve qu'ils ont respecté le droit du travail au Kenya. Mais souvent, c'est juste, regardez, il y a des gens qui travaillent pour pas cher pour nous, mais c'est le cas pour plein d'affaires, pas juste pour la technologie. Les vêtements aussi, c'est ça, quoi. Donc, si on est correct avec acheter des vêtements faits dans des pays où les gens sont beaucoup moins bien payés qu'en Amérique du Nord, on devrait aussi à peu près être correct avec le fait que les IA sont entraînés par des gens dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère, quoi. Est-ce que tu aurais une réponse ou une relance à ça? Non? Mais c'était... Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a vraiment eu un traitement non éthique des Kenyans? Ou c'est juste parce que tout d'un coup, on se rend compte que ouais, il y a des gens qui travaillent pour moins cher ailleurs, quoi. OK, ouais. Oui, moi, ce que j'avais un peu entendu, c'est que dans les... Alors, je sais pas pour ChatGPT, mais le travail de modération, par exemple, de YouTube ou de... Là, c'est un travail extrêmement émotionnellement difficile, là, parce que on voit pas tout ce qui est produit, mais il y a vraiment des images, des vidéos insupportables, littéralement insupportables. Les machines arrivent à en voir certaines, à en éliminer, mais il y a quand même une bonne part, c'est des gens derrière leur ordinateur, et là encore sous-payés en Inde ou je ne sais quoi, qui se tapent des images insupportables toute la journée et qui ont des vrais traumatismes après. Et là, semble-t-il que les assurances médicales, le suivi psychologique n'était pas à la hauteur dans ces cas-là. Et là, je pense qu'il y a un vrai problème éthique pour le coup. C'est en effet un sujet très complexe avec énormément de facteurs à considérer. S'il y a d'autres personnes qui sont intéressées à poursuivre la conversation, j'invite tout le monde à rester et à partager une bonne bière ou n'importe quelle consommation avec ou sans alcool à la suite de cet événement. Merci. Merci, Martin.